16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, actrice, dramaturge, metteuse en scène et productrice. Après Sur la tête des enfants au Théâtre de la Renaissance à Paris, sa pièce Changer l'eau des fleurs est adaptée du texte de Valérie Perrin. Elle fait son retour, vous l'avez compris, Salomé Lelouch est avec nous sur Radio J pour nous parler de cette mise en scène sublime. On va en parler dans un instant. L'occasion bien sûr, comme toujours, de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Salomé Lelouch. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité, comme je viens de le dire, autour de cette pièce Changer l'eau des fleurs que j'ai vue 2 fois. Vous l'avez mise en scène au départ au théâtre Le Pic, que vous connaissez bien, si je puis dire, et pour lequel j'ai une tendresse infinie pour son romantisme au cœur de Montmartre. Je trouve que c'est pour moi, selon moi, le plus beau théâtre de Paris. C'est là où l'âme des artistes se dégage le mieux et c'est tout à fait sincère. Je l'ai dit dans plusieurs émissions, donc c'est à vérifier et c'est vérifiable. Donc je me tenais de vous le dire. Aujourd'hui, la pièce a grandi puisqu'elle se retrouve au Théâtre de la Renaissance. J'imagine qu'elle a grandi puisqu'elle a élargi, j'ai envie de dire, les sièges en même temps que ses spectateurs. Tout à fait, non, c'est vrai, c'est très très gai les aventures qui se poursuivent. Parce que c'est vrai que le théâtre, c'est souvent une période assez courte. Enfin, en tout cas, voilà, on l'a créé en sachant jamais vraiment jusqu'où ça va aller. Donc là, c'est la 3e saison que la pièce se reprend. C'est très agréable et c'est très agréable de grandir dans un grand théâtre, dans ce très beau théâtre qui est le Théâtre de la Renaissance en plus. Exactement, magnifique théâtre. On va en parler dans un instant, mais d'abord, évidemment, dans cette émission, il y a un ADN qui est de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Alors tout d'abord, je vais démarrer par la nouvelle règle. 3 mots pour vous décrire Salomé Lelouch. Moi, je ne sais pas du tout qui je suis, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Mais vous verrez qu'en fin d'émission, il va se passer quelque chose. Je sais pas, je dirais je décroche souvent. Décrochage. On va essayer que ça n'arrive pas. Joyeuse, je sais pas. Voilà, vous êtes joyeuse peut-être. Après, c'est à vous plutôt, de le dire. Plutôt, non, je pense. Je dirais, je sais pas, faut demander aux autres ça. Un 3e, je sais pas. Donc peut-être on peut parler de doute. Ouais. Oui, si c'est bien, ça me définit bien doute. ça. Ouais, voilà, moi je le ressens tout de suite avec vous dans cette émission. On verra si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission et un petit peu plus tard. Et alors, le début, toujours le début. Salomé Lelouch, vous êtes née un 25 juin dans les années 80. Vous êtes la fille de l'actrice Evelyne Bouix et du cinéaste Claude Lelouch. Vous avez grandi alors sous l'influence des caméras et des textes. Quel genre d'enfance vous diriez aujourd'hui que vous avez eu et dans quel cadre, si je peux employer ce mot, vous avez grandi ? Je dirais qu'en fait, je suis née à une époque où pour beaucoup de parents, avoir un enfant, c'était pas un projet en soi. On avait un enfant et puis on continuait. Voilà. Donc je dirais dans une époque à la fois où j'étais un peu là, au milieu des adultes. Je suivais le mouvement, donc j'ai beaucoup suivi mes parents dans leurs aventures respectives parce que voilà, il y avait moins, je trouve qu'aujourd'hui, cette espèce de frontière entre l'enfance et le monde des adultes. En tout cas, j'avais pas l'impression qu'il y avait une vraie frontière entre l'enfance et le monde des adultes. Est-ce que vous direz que du coup, vous avez grandi trop vite ? Vous avez grandi en même temps que vos parents ? L'un et l'autre, à des endroits, j'ai eu l'impression de grandir très vite et j'ai eu l'impression d'être très très vieille très vite. Et à d'autres endroits, j'ai l'impression que j'ai pas encore grandi justement. Donc c'est les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on reste à la fois enfant plus longtemps et parce qu'il y a une partie qui n'a pas été vécue à ce moment-là, et en même temps un truc de grandir un peu plus rapide, une sorte de petit décalage, mais ça on s'en rend compte après quand on parle avec des gens, parce que sur le coup votre enfance vous paraît normale. Je pense que tout le monde, quoi que vous ayez vécu, oui, on n'a pas de critères de comparaison tout de suite. Exactement. Alors que vous n'avez que 12 jours d'existence, vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans un film de votre père, Vive à la vie, où il vous filme dans votre berceau, toute petite alors, à partir de vos 3 ans. On vous voit apparaître comme figurante, actrice, dans les plus grands films de votre père. Est-ce que vous direz que vous avez été conditionnée ou attirée par le métier de vos 2 parents ? Je sais pas, ça à l'époque en fait, on m'en parle beaucoup. D'ailleurs, vous avec m'avez ce encore... recul. Non, vous m'avez même citée comme actrice alors que je n'ai pas joué depuis que j'ai 18 ans, ce qui ça fait un vrai long moment. Non, je pense qu'à l'époque, mon père mettait tous ses enfants
c'est les gens proches de lui dans les films comme ça, un peu comme un marqueur. Il continue à le faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il fait un film, il dit passez, je veux vous voir, je veux vous grandir. Certains font des albums photos, lui il met les gens dans ses films. Et en fait, j'ai fait exactement comme mes frères et sœurs. Voilà. Après, j'ai tourné avec d'autres gens. Ça c'est un peu voilà, ça a été retenu particulièrement, mais même dans la famille, mes parents se sont dit elle va être actrice. Et oui, ça j'ai l'impression que contrairement à mes frères et sœurs qui venaient faire ça et c'était joyeux, c'était rigolo, c'était pour rater l'école et je vois mes neveux et nièces le faire aujourd'hui, c'est gai. Je pense que je ne sais pas pourquoi il a été décidé que j'étais actrice, que j'allais faire ça et ça m'a un peu échappé. Et non, j'ai fait il y a une erreur sur la personne. C'est pas moi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en préparant cette émission, Salomé Lelouch, parce que à l'âge de 15 ans, vous avez certes tourné dans de nombreux films, vous suivez pendant un an les cours de Francine Walter au théâtre La Bruyère pour apprendre les bases du métier comme Pierre Arditi, votre beau-père, le voulait. Vous avez tout suivi. On va essayer. Vous passez ensuite votre bac et ça c'était essentiel et vous avez bien fait. Vous continuez de la figuration pour la télévision au début des années 2000, mais vous allez devenir actrice surtout au théâtre pour divers metteurs en scène dans Les lunettes d'Elton John, L'école des fans, L'année du bac, à chacun sa vérité, Un baiser, un vrai. Et j'ai envie de dire qu'après Un baiser, un vrai en tant que comédienne en 2004, il y a un tournant dans votre carrière puisque la mise en scène vous fait de l'œil, si je puis dire, et peut-être que c'est là que vous êtes le mieux. Oui, je fais les deux en même temps. Au moment d'un baiser, un vrai, je pense que j'ai à peu près 20 ans, donc c'est vraiment le moment. Ça fait 4 ans que je suis sur scène quasiment tous les soirs, parce que j'ai commencé à 16 ans, donc j'étais sur scène tout le temps, je travaillais, et j'ai énormément appris, ça a été une vraie école. Et c'était marrant parce que je sentais qu'il fallait que j'arrête ce métier, d'être actrice, tout en me disant, merde, pourquoi je continue, il y a un truc qui me plaît, mais je comprenais pas bien où c'était. Et je fais en même temps une mise en scène d'un spectacle pour enfants qui s'appelle Un amour de sorcière, coécrit avec Pierre-Antoine Durand. Et en même temps, je suis sur scène avec Michel Duchossois et Geneviève Fontanelle, qui sont des très, très, très grands acteurs. Et ça se passe très mal pour moi. C'est très violent. Je sens que je suis pas bien. Je sens que je meurtre au metteur en scène. Je suis pas d'accord avec lui. Et en parallèle, je découvre... c'est une phrase de Michel qui va faire que je vais décider. Je me souviens que je sors de scène et je dis à Arthur Géniaux, avec qui je jouais sur scène, je dis je vais arrêter d'être actrice, il me croit pas. Personne me croit d'ailleurs, tout le monde rigole. Enfin, je veux dire, ça, depuis que j'ai 3 ans, c'est acté. Et je dis, Michel sort de scène un dimanche après-midi dans le tout petit escalier du Théâtre de l'Œuvre. Et il dit, oh là là, c'était chiant, c'est vrai, je me suis pas amusée. Et vraiment, j'avais jamais imaginé que c'était le sujet, quoi. Et d'un coup, je me dis, mais c'est fou ça. Et moi, je comprends que tous les autres sont là, ils font ce métier qui est dur, qui est compliqué, même s'il fait rêver, qui est quand même très compliqué, très douloureux à plein d'endroits, parce que ça les amuse, parce qu'ils s'amusent, parce qu'ils sont restés des enfants. Et ça fait écho parce que moi, je viens de commencer la mise en scène, et quand je mets en scène, je m'amuse. Ouais. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une punition de monter sur ce plateau, que je le fais parce que c'est le plus beau métier du monde, que personne ne veut pas le faire, parce qu'on a l'impression qu'on travaille pas. Effectivement, c'est pour s'amuser. Et d'un coup, je comprends que le plaisir de la mise en scène fait que je vais travailler parce que c'est du plaisir et du coup je vais faire des heures et ça me dérange pas, alors que j'apprends à peine mon texte, je travaille pas du tout pour être actrice, je ne travaille rien. Voilà, je comprends qu'en fait ils font ça parce que ça leur plaît. Et je pense qu'avant j'avais vu ça comme uniquement un truc hyper chiant qu'il fallait faire pour gagner sa vie, parce qu'il fallait y aller, parce qu'on m'avait dit tu feras ça, et je me disais bon bah c'est pas hyper gay, mais voilà. Et ce jour-là, tout ce mot d'amusement qui ne fait a priori pas le mot du travail. Enfin, je veux dire, quand on est jeune, on se dit pas que s'amuser, c'est un rapport avec son métier. Mais quand je comprends que ceux que je trouve talentueux s'amusent, je sais que ce sera pas mon métier. C'est ça. En une fraction de seconde, début des escaliers qui sont tout petits, je le sais pas, et à la fin, je le sais. Donc, vous allez chercher là où vous amusez, finalement, Salomé Lelouch. Et je comprends que amuser, c'est pas au sens... vous voulez dire, j'ai pas donné de plaisir au public, il voulait dire j'ai pas cherché, il voulait dire j'ai pas été là, il voulait dire j'ai pas été concentré. Le mot d'amusement peut paraître léger par rapport à ce que ça représente, mais oui, et je comprends que la mise en scène m'intéresse, m'amuse, ce qu'on veut, donc que raconter des histoires, faire des castings. Et je voyais bien et là tout prend sens. J'avais saoulé tout le monde avec l'affiche, j'avais trouvé saoulé tout le monde avec plein de choses qui n'avaient rien à voir avec moi et le jeu et mon personnage. Et je comprends qu'en fait, ce qui m'intéresse est ailleurs que
dans l'interprétation. Est-ce que cela vous a donné une meilleure observation, une meilleure compréhension de vos acteurs? Oui, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que j'arrête d'être à ce point-là, à pas vouloir jouer, parce que je pense qu'on est meilleur directeur d'acteur quand on joue un peu de temps en temps. Donc voilà, il faut un peu y retourner quand même de temps en temps, je pense, au moins pour ça. Oui, c'est très important, parce qu'enfin, quand on fait un métier qui a un rapport avec le théâtre, je pense que c'est très important d'aller faire un tour sur le plateau. Est-ce que du coup, vous nous dites que vous allez peut-être remettre le pied sur scène? Non, mais parce que je sais... Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Mais par contre, de temps en temps, je fais des petits remplacements en tournée, notamment quand j'ai des acteurs qui sont pas disponibles sur des spectacles et que comme j'ai mis en scène ou que j'ai écrit, c'est plus rapide. Et au début, je me disais, mais c'est vraiment bizarre de le faire. Et en fait, non, c'est pas mal pour ça. Pour se rappeler des difficultés que peuvent... rencontrer les acteurs et du coup être plus à l'écoute et plus tendre quand on les dirige que quand on n'y est pas du tout, parce que je pense que les acteurs font des très bons films, que les acteurs sont des très bons directeurs d'acteurs. Je pense que les acteurs sont très bien aussi pour ça. Salomé Lelouch, après cette pièce Un baiser, un vrai dans laquelle vous jouez, vous allez donc mettre en scène plusieurs pièces de théâtre. Vous l'avez dit, Un amour de sorcière, La forêt magique, La dame de chez Maxime et j'en passe évidemment, jusqu'à pour les dernières Justice de Samantha Markovic au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Cette pièce était quand même jouée, j'ai envie de dire, avec Camille Cotin et d'autres acteurs, dont Naïdra Ayadri, je vais bien le prononcer. Ayadi, je le dis bien, a obtenu donc le Globe de Cristal de la meilleure actrice. Une autre pièce, Nos thérapies, adaptée d'un livre. Voilà, beaucoup de choses au Théâtre du Rond-Point. Et vous allez par la suite, comme une évidence, donner naissance à plusieurs textes. À vous. Qu'est-ce qu'on attend? La Réunion, aujourd'hui, Je suis mort, mise en scène avec quelqu'un que vous appréciez puisque vous travaillez ensemble, Ludivine de Chastenay. Ce jour-là, Horizontal, politiquement correct, il fallait pas le dire. Voilà, les deux derniers ont été récompensés du Molière de l'auteur francophone. D'une nomination. C'est Pauline Bureau qui a gagné. Du Molière de l'auteur francophone vivant en 2017 et 2022. Y a-t-il un fil rouge dans vos pièces, dans vos textes ou dans l'envie d'écrire? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ces mises en scène et ces écritures se sont chevauchées. J'ai pas d'abord mis en scène puis écrit. J'ai toujours fait un peu les deux en même temps. Oui, j'ai l'impression, mais ça, c'est grâce aux interviews et à force d'en faire, qu'on vous pose des questions que vous posiez pas comme ça. Et souvent, d'ailleurs, sur le coup, on se dit, oh là là, elle est idiote, cette question. Et puis après, on rentre chez soi, on se dit, ah non, c'était intéressant, mais je l'ai pas vu tout de suite. Je pense que dans l'écriture, en tout cas, j'ai un petit souci, mais vous parliez du doute, donc c'est pas mal. Avec le bien, le mal, la vie, le point de vue, la contradiction, le fait de parler avec des gens avec qui je suis a priori pas d'accord au début. Voilà. Donc je pense qu'il y a un petit endroit, cet endroit-là, de faire se rencontrer sur un plateau des gens pas du tout d'accord et d'essayer de les faire bouger et changer de point de vue, qui est un petit peu ma marotte. Comme dans Politiquement correct? Oui, mais c'est pas un choix. Je me suis pas dit, j'ai envie de travailler là-dessus. Non, je me suis rendu compte qu'en fait, je sais plus qui disait, on écrit toujours la même pièce, on écrit toujours le même livre. Non, mais on a les mêmes obsessions. Et je pense que la mienne tourne un peu autour de la réconciliation, d'essayer de comprendre des points de vue très divergents. Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné et de qui vient-il, Salomé Lelouch? Je saurais même pas dire de qui, mais je trouve que je sais pas si c'est un conseil, mais l'idée qu'en fait, on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Donc, il faut pas avoir peur de se tromper. Et quand on a un peu moins peur de se tromper, on fait un peu plus facilement les choses. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le talent s'apprend, s'observe, se perpétue? On mélange souvent le talent et le travail. C'est très compliqué, c'est très complexe, c'est très entremêlé. Moi, j'ai des acteurs avec qui j'ai commencé, que j'ai vu, c'était pas lui le plus doué, puis il a bossé comme un malade et maintenant il est beaucoup plus doué que ceux qui étaient beaucoup plus doués que lui parce qu'ils n'ont pas travaillé. On peut pas. C'est un mélange de travail, d'être au bon endroit, d'envie, de chance aussi. On dit beaucoup, mais c'est vrai que ce métier, alors c'est comme si la chance veut rien dire, mais veut tout dire, parce que c'est comme si à force de travail, la chance vous sourit aussi. Donc qu'est-ce qui est l'œuvre, qu'est-ce qui fait l'œuvre, qu'est-ce qui fait la coulpe, ça je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un mélange de travail, de chance qui, à mon avis, est un résultat du travail. Et effectivement, de talent, mais j'ai vu beaucoup de talents gâchés et beaucoup de gens qui, a priori, n'avaient pas ce qu'on peut appeler les cartes, par exemple, et qui s'avéraient très talentueux au bout de quelques années parce qu'ils n'avaient rien lâché. Et voilà, moi, j'admire aussi, c'est un talent de ne pas lâcher, même si on n'a pas le talent au départ.
Voilà. Et pour ce qui est de la transmission, oui, évidemment que quand vous avez des parents, que vous êtes baigné très tôt dans un milieu, vous avez accès à ce... Mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant à plein d'endroits. Parce qu'on prend aussi des réflexes qui n'ont pas été expliqués, donc qui peuvent être des mauvais réflexes et qui sont aussi liés à des peurs. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Ah si, alors il y a une phrase que j'aime bien de Guitry qui dit « Dans ce métier, il n'y a pas de règles, mais il faut les connaître. » C'est beau. Et je trouve que ça, c'est pas faux. Je pense que ça va plaire à Joseph Agostini qui nous écoute et on en reparlera en fin d'émission. Récemment, votre pièce sur la tête des enfants, on va pas parler de celle-ci, mais je veux quand même qu'on l'évoque évidemment parce que vous l'avez écrite et commise en scène avec Ludivine de Chastenay, jouée au Théâtre de la Renaissance. Elle a connu un joli succès. Pour tête d'affiche, Marie Gillin et Pascal Elbé, mais d'autres acteurs aussi. Parlez-nous brièvement de cette histoire et dites-nous si elle va revenir aussi, cette pièce. Elle part en tournée, oui, à partir du mois de janvier, dans toute la France et en Belgique. En fait, je l'ai écrit il y a 10 ans. Et c'était un texte qui s'était jamais monté. Et à chaque fois, il y avait d'autres pièces qui arrivaient après, qui se montaient plus vite qu'elle. Voilà, donc c'est un texte, c'est très marrant d'ailleurs de se reposer 10 ans après sur ce qu'on a été 10 ans plus tôt. Voilà, et c'est sur ce qu'on a été 10 ans plus tôt. Oui, parce qu'en fait, c'est un point de vue qui change, qui évolue. C'était une pièce de jeunesse. C'est vrai que c'était une pièce pas du tout, qui était un mécanisme, qui était quelque chose de l'ordre de la superstition. Voilà. Beaucoup de gens ont cru que c'était une pièce sur la fidélité, évidemment. C'était se jurer 10 ans de fidélité sur la tête des enfants, mais là, le sujet était vraiment la superstition. Et je ne suis pas sûre d'être aussi superstitieuse aujourd'hui qu'à l'époque. La pièce, c'est jusqu'à l'arrivée de la date fatidique. Ce couple, finalement, l'histoire de Julie et Alban, qui sont deux amoureux superstitieux et qui se jurent 10 ans de fidélité, vont arriver à cette date fatidique qui donne naissance à des situations un petit peu folles. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce texte et votre superstition de quand vous étiez plus jeune? Très bien, écoutez, c'est noté. Il faut quand même aller voir cette pièce, je tiens à le dire, très jolie pièce, qui reviendra peut-être sur Paris après la tournée. On croise les doigts. En tout cas, aujourd'hui, votre actualité, Salomé Lelouch, se concentre sur une autre histoire d'amour et de vie. La commise en scène du livre à succès de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, écrite par Caroline Rochefort et Mickaël Chirignan, jouée par Caroline Rochefort, qui a été nominée au Molière 2022 en tant que révélation féminine. D'autres acteurs également au Théâtre de la Renaissance. Comment résumer cette histoire? Ouais, en parallèle, c'est Morgane Pérez et Mickaël Chirignan qui jouent en alternance le rôle de Julien Seul, et Philippe Toussaint est interprété en alternance par Frédéric Chevaux et Jean-Paul Bézina. Du coup, c'était quoi votre question? Comment on peut résumer cette histoire? Non, mais on la résume pas du tout, cette histoire. C'est fou, les gens qui ont lu ce roman, des fois m'arrêtent dans la rue et me disent de dire à Valérie à quel point ça a changé leur vie. Je m'attendais pas du tout en lisant le livre à quel point il allait toucher les gens. Voilà. Et c'est vrai que c'est l'histoire d'une femme qui a tout perdu, et à qui il est arrivé le pire, et qui va renaître. Et ça, je pense qu'en fait, ça parle à beaucoup, beaucoup de gens, y compris des gens qui n'ont pas du tout vécu ce qui lui est arrivé, mais qui se reconnaissent, ou en tout cas qui mettent de l'espérance dans cette espèce de force de vie absolue qu'est ce personnage de Violette Toussaint qu'on a essayé de faire vivre sur le plateau. C'est l'histoire d'une femme qui, malgré les épreuves, comme vous venez de le dire, Salomé Lelouch, croit obstinément au bonheur aussi. Ça, c'est important de le signaler parce que Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville, celle de Brancion-en-Chalon. Chaque jour, elle change l'eau des fleurs. Elle donne un coup de chiffon sur les médaillons funéraires. Auprès des morts, Violette a appris à relativiser la vie. Son bonheur réside dans, certes, les choses simples, comme l'odeur des pins, une chanson de Charles Trenet ou la couleur rubis du Porto. Mais son existence ordinaire va basculer le jour où un certain Julien Seul, bizarrement qui s'appelle Seul, commissaire en deuil après le décès de sa mère, vient exhumer des fêlures enfouies. Bande annonce. Je suis arrivé à 2h du matin, je me suis garé devant les grilles du cimetière. À 7h du matin, j'ai vu de la lumière à l'intérieur de chez elle, j'ai frappé, je m'attendais à trouver un vieil homme. Je sais, les idées reçues sont stupides. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à elle. Et puis, qui peut s'attendre à elle? Elle m'a fait entrer, m'a offert du café, elle portait une robe de champson, ses cheveux étaient ramenés en chignon. Je l'ai trouvé incroyable, irréel, comme une apparition. Et puis elle a sorti ses registres. À ce moment-là, j'ai pensé, il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là. Au cours de ma deuxième visite, je l'ai observée, nettoyer les tombes. J'ai pensé, il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là.
Quand on vient voir votre pièce, Salomé Lelouch, on comprend alors l'envie de mettre en scène ce texte si doux au départ, qui nous emporte dans ce monologue de Violette Toussaint où elle parle de ses voisins de palier qui ne sont autres que les morts qu'elle accompagne au mieux sur les tombes. D'ailleurs, on ne devrait pas dire sur les tombes, mais à côté des tombes ou au bord des tombes, parce qu'il n'y a que les chats qui montent sur les pierres taillées. Avant de se marier, Violette Traîné est née sous X, on l'a considérée comme morte, née, d'où finalement son nom de Violette, avant d'avoir trouvé la chaleur auprès d'un radiateur. Depuis, elle a poussé droite comme un tuteur qui soulèverait les roses finalement qu'elle dépose sur les tombes. C'est alors le quotidien et notre histoire qui nous discipline, pensez-vous aussi, Salomé Lelouch? C'est marrant, j'avais jamais remarqué à quel point ma réplique préférée du spectacle, c'est qui peut s'attendre à elle. Et c'est vrai qu'en fait, ce personnage, on dit souvent, ah là là, ça va parler aux gens parce que ça leur ressemble. En fait, ce personnage ressemble à personne et pourtant il va parler à tout le monde. Et oui, sans doute le quotidien nous discipline. En tout cas, elle est... c'est vrai que déjà son travail, qui est quelque chose qui est garde-cimetière, qui garde les morts, qui s'en occupe à ce point. Et oui, je pense, quand elle dit c'est joli, ça, elle dit, moi je pense que c'est le quotidien qui m'a disciplinée. Je pense qu'on n'a pas le choix, on est tous disciplinés par le quotidien. Ou indisciplinés aussi, voilà. Parfois. En tout cas, on est tous rattrapés, on peut avoir plein d'idées théoriques très belles. Moi j'adore la philosophie, mais après c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti de ces réflexions, il y a la vie, et la vie vient vous rattraper et vous pousse à être obligé de... Voilà, et c'est vrai qu'elle dit, j'ai poussé droite. Son quotidien a tellement été atroce qu'elle n'a pas pu faire autrement. Elle peut pousser droite comme si elle avait un tuteur, et pourtant elle va faire quelque chose qui est pas droit du tout, c'est-à-dire qu'elle va passer comme des fleurs pour trouver. Ce qui est très beau avec les fleurs, c'est cette idée de racine qui à un moment donné repousse même sous du béton et trouve toujours un passage. Donc c'est l'inverse de pousser droit. La fleur, elle. Ouais. Et ça c'est très présent dans le roman, dans le texte, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment donné, faut trouver le passage vers la vie quoi qu'il arrive, et que du bien. Et là, c'est moi qui reviens sur ma petite marotte, mais que du bien ne n'est pas toujours du bien. Et que du mal ne n'est pas que du mal, mais que du mal peut naître beaucoup, beaucoup de bien. Salomé Lelouch, on va continuer à parler de cette pièce dans cette émission. Déjà, le temps file, ça fait une demi-heure qu'on est en train de se parler. Vous imaginez, j'ai encore quelque chose à vous dire, bien évidemment. Quelques, au pluriel, choses à vous dire sur cette pièce. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Salomé Lelouch pour la mise en scène de la pièce Changez l'eau des fleurs au Théâtre de la Renaissance à Paris. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs Emma Scali et Kevin Derblum qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité sur Radio J. Et tout de suite, un peu de musique et puis le rappel des titres sur Radio J. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanit Belaïch. Rebonjour Ethanit. Rebonjour Cyrielle, rebonjour à tous. L'armée israélienne a arrêté 3 terroristes du Hamas, dont un haut responsable de l'organisation dans un camp de réfugiés à Jenin. Par ailleurs, 16 Palestiniens suspectés de terrorisme ont également été arrêtés dans plusieurs villages de Judée-Samarie dans la nuit. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, en déplacement à Chypre pour un sommet tripartite avec le Premier ministre grec, évoque désormais la possibilité d'une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite. Elon Musk, le PDG de X, ex-Twitter, songe à bannir l'Anti-Defamation League, équivalent américain de la LICRA de son réseau social. Une réflexion soulevée après que le hashtag BandyADL, bannissez l'Anti-Defamation League, a fait surface sur la plateforme. En France, quelques 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée ce matin, et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a proposé l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Les modalités seront annoncées à l'automne. En raison de difficultés financières, les Restos du Cœur vont être contraints de réduire cet hiver leur nombre de bénéficiaires. Ils ont lancé un appel à l'aide auquel a notamment répondu le gouvernement. L'association devrait recevoir 15 millions d'euros d'aide supplémentaire, a annoncé hier soir la ministre des Solidarités, Aurore Berger. Enfin, notez que ce lundi est marqué par une nette hausse du mercure qui dépasse les 30 degrés sur la quasi-totalité du territoire.
rapporte Météo France. L'organisme s'attend à une longue séquence très chaude pour la saison, probablement inédite pour un mois de septembre. Merci beaucoup Etani de Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Salomé Lelouch et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Célébrez Ticherie 5782 avec Judaïsme en mouvement. Rassemblement de l'ULIF, du MJLF et de la JTM. Nous vous donnons rendez-vous du 6 au 16 septembre pour assister à tous les offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour dans nos lieux habituels, dont les synagogues de Copernic, Beaugrenelle, Surmelin et Pelleport en présentiel et en streaming. Venez vivre et partager la ferveur des fêtes avec Judaïsme en mouvement. Réservez vos places dès maintenant sur notre site internet judaïsmeenmouvement.org. Shana Tova. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Salomé Lelouch pour la mise en scène de la pièce Changer l'eau des fleurs au Théâtre de la Renaissance à Paris. Nous en parlions il y a quelques minutes, Salomé Lelouch, et j'ai envie de poursuivre évidemment dans la progression de cette histoire, celle de Violette Toussaint, où finalement elle dit pas mal de choses qui sont extrêmement touchantes. Là où dorment les morts, on n'offre pas de roses aux vivants ou encore moins aux gardiens de cimetière, mais des bouteilles d'alcool. Dans son cas, c'est du Porto finalement pour noyer le chagrin, la dureté des jours difficiles. Et il est vrai que tous les métiers qui touchent à la mort ont l'air suspects, ce qui amène à vous demander si vous pensez que seuls les gens qui n'ont plus rien à perdre s'acoquinent davantage avec les métiers plus sombres. J'ai jamais pensé à ça. Ça, c'est la question dont je vais me dire dans 2 jours. Elle était pas bête cette question-là. Je sais pas si c'est seuls les gens qui n'ont rien à perdre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'on vit dans des périodes où la mort est très éloignée. Et quand elle arrive, ça fait bizarre. Voilà, je pense qu'on a connu des périodes où la mort était plus proche, elle arrivait, elle frappait régulièrement les gens qui habitaient encore avec vous et tout. La mort, on l'a beaucoup éloignée, et donc du coup, c'est vrai qu'elle a l'air maintenant d'être un espèce comme ça de grand méchant loup, et quand on y est reconfronté, ça fait très étrange. Et nous, on a reçu toute une association un jour de gens qui ont perdu leurs enfants dans la salle. Il y avait 150 personnes qui avaient tous perdu un enfant, donc d'un coup. Et donc, on a forcément, nous, on devait faire avec eux, parler de ça. Et on avait un peu le trac de s'adresser à eux. Et en fait, ils disaient que le plus dur derrière, c'était le regard des gens qui restait un regard un peu traqueur, qui les regardait quasiment que comme quelqu'un qui avait perdu un enfant et non plus comme qu'ils avaient énormément de mal à être à nouveau. Et donc, ils voyaient aussi entre eux pour cette raison-là. Et en même temps, c'est vrai qu'ils n'arrivaient pas à décrocher. Et c'est vrai que je trouvais que ce rapport à la mort, c'était le regard qu'on portait dessus, et que de temps en temps, enfin voilà, et chacun ne l'aperçoit pas de la même façon ou au même niveau, et que plus vous en parlez, plus vous rencontrez des gens, plus vous êtes habitués. C'est comme les pays en guerre, les choses se passent différemment que dans des pays où on est en paix depuis très très longtemps, quand il y a beaucoup d'épidémies. Et c'est vrai que finalement, moi, je regrette beaucoup, par exemple, que les personnes âgées en fin de vie soient mises ensemble. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Et je pense que c'était chouette quand les personnes plus âgées s'occupaient des enfants, quand il y avait plus d'échanges entre les très jeunes générations et les très anciennes. Et aujourd'hui, il y a vraiment un monde pour les tout petits qui fait aussi peur, personnellement, que le monde des maisons de retraite. Un monde pour les âgés. On rentre un peu, nous, là-dedans, en se disant, oh là là, ça. Et je trouve qu'il y a un manque de mélange à cet endroit-là qui est assez violent, et qui fait que, du coup, quand ça arrive, c'est très violent. Je rebondis sur ce que vous dites parce que de nombreux films ont poussé ces derniers temps au cinéma, notamment un film avec Jonathan Zakaï où on voit cette maison de retraite et ses enfants qui sont mélangés, et le bien que cela peut en fait générer sur les uns et les autres, parce que c'est un échange. Et c'est très juste ce que vous dites, Salomé Lelouch. Alors on entend en filigrane finalement peut-être le message de cette pièce de théâtre, mais je vais laisser aux gens le soin de venir évidemment la voir. En tout cas, il y a une histoire d'amour dans tous les sens du terme qui se cache derrière cette pièce de théâtre finalement, où on essaye évidemment de ne pas mourir de son vivant.
C'est un petit Ouais. peu ça aussi. Après, c'est vrai que les histoires d'amour, c'est quand même ce qui rend le plus léger, le plus gai, ce qui peut faire le plus souffrir aussi. Hein. C'est pas, l'un ne va pas sans l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est par l'histoire d'amour qu'elle va revivre. Voilà. Et c'est aussi pour ça que nous, on a choisi d'adapter la partie histoire d'amour plus que la partie enquête, pour ceux qui ont lu le livre et sans faire trop de révélations. Voilà, parce que j'avais l'impression que c'est surtout la renaissance de cette femme et cette histoire d'amour qui vient raconter comment on se remet d'un drame. Et l'enquête est super, mais elle est dans le roman. Et pour la voir, et en plus, je trouvais que ça donnait aux gens qui n'ont pas lu le roman, qui viennent voir la pièce, la possibilité derrière de lire en ayant Ça quand même donne un envie, intérêt le exactement. roman. Et à l'inverse, voilà. Mais je préfère dire pour les gens qui pourraient être déçus que l'enquête n'est pas du tout traitée dans l'adaptation. Ça c'est dit. J'ai envie de comparer cette Violette Toussaint à Mary Poppins. En tout cas, c'est un sentiment très personnel. Est-ce que c'est ce que vous avez désiré? Alors, c'est génial que vous disiez ça. C'est vrai? Oui, parce que ça, je pense que c'est pas forcément le cas dans le roman. Et nous, quand on a adapté, alors c'est pas Mary Poppins, mais on était parti sur l'idée d'un personnage comme ça. Oui, on voulait un personnage un peu féerique, l'idée un peu de Tim Burton. Moi, j'avais envie elle est tellement particulière que j'avais envie que ce soit pas réaliste. Et avec Mickaël, on avait beaucoup évoqué entre nous, voilà, des personnages un peu dans l'idée de Helena Bonham Carter. Voilà, en tout cas, ces personnages un peu décalés qui sortent comme ça. Et Mary Poppins, c'est génial que vous disiez ça. C'est tout à fait ce qu'on a cherché à faire, quelque chose de cet ordre-là. Ça me fait plaisir, je vous ai perçu, je vous ai entendu, Salomé Lelouch. Mais d'ailleurs, Valérine est un peu une Mary Poppins. Et ben voilà, ça c'est dit. Mary Poppins de Brancion-en-Chalon, qui compose avec le chagrin des autres, qui est censée tout savoir, tout noter, va alors se taire. Ou bien a-t-elle oublié tout de la volonté de finalement une dame dont vient lui parler ce Gabriel Prudent, cet homme qu'elle rencontre et peut-être dont elle va tomber amoureuse, pour parler de sa mère Irène Fayolle, morte il y a 2 mois et qui a souhaité que ses cendres aillent sur la tombe d'un certain Gabriel Prudent. Et donc, lui sait finalement peu de choses d'elle, sur sa mère. Est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas connaître nos parents, Salomé Lelouch? C'est une question que je me suis posée en regardant cette pièce. Je me suis dit... On ne connaît pas nos parents. Je pense qu'on ne connaît pas nos parents. Et d'ailleurs, on s'étonne qu'ils aient été jeunes. Quand nous, on vieillit, on se dit, ah oui, c'était il n'y a pas si longtemps, en fait, même qu'ils étaient jeunes. Il y a une chanson, elle est pour établir Michel Sardou, après tout ce qui s'est passé, que moi, j'aime beaucoup, qui est « Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc ». Voilà. Et cette chanson-là, en tout cas, je me souviens quand je l'avais entendue petite, elle m'avait marquée. Parce que je m'étais dit, mais enfin, c'est quand même fou. C'est vrai, enfin, ça m'avait en écoutant cette chanson, je m'étais dit, ah mais oui, ma mère, elle a été jeune. Et ça m'était complètement tombé de l'idée. Et oui, je pense qu'on connaît pas nos parents. On connaît une partie d'eux, évidemment. Mais on est très, très déséquilibré parce qu'on part du principe, quand on est petit, qu'ils disent toujours la vérité. C'est vrai. On part du principe que c'est des paroles. Et les pires parents, les enfants, partent du principe qu'ils ont raison. Donc c'est très déséquilibré parce qu'après, on ne fait que se rendre compte qu'ils ont tort sur plein de choses. Mais c'est vrai que c'est parce que nous, on est partis de trop loin. Et donc, on ne les connaît pas. C'est vrai. Non, mais c'est assez incroyable, ça. C'est très juste ce que vous dites, Salomé Lelouch. Dans cette pièce, on voit en tout cas qu'il y a des secrets qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre lorsque les parents sont partis. Peut-être aussi que c'est ça la vie, on découvre tout une fois qu'ils ne sont plus là. On finit ou pas à les découvrir et les secrets et les parents pour apprendre d'eux, marcher sur leurs traces, leur ressembler ou pas du tout, les défier ou faire mieux encore. En tout cas, cette rencontre entre Violette et Julien, qui sent bon la cannelle et la vanille, fait boum. Et il y a de ça. Elle peut être l'exemple de ce que l'on retient du passé, de nos parents ou pas, et de ce qu'on décide de faire de notre présent, parce que n'importe qui peut disparaître d'une vie et parce que c'est très sérieux aussi l'éternité. Alors on rit, on pleure, on est surpris, on a peur. Cette pièce, c'est la vie dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Et deux phrases essentielles à retenir, dont une que vous aimez, je crois, particulièrement. La vie, ça peut pousser dans du goudron, dans une micro-fissure. Et puis, si on devait faire tout ce qui fait partie de nos attributions, la vie serait bien triste. On poursuit cette émission avec la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Emma Scali nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Salomé Lelouch. Alors aujourd'hui, parce que je crois que vous avez été emportés par ce spectacle et parce qu'il est une plongée en eau profonde, j'avais envie de partager avec vous et avec nos auditeurs le bouleversement que peut susciter Sentinelle.
la pièce de Jean-François Sivadié qui va se jouer de nouveau cette saison. Alors, qu'est-ce que c'est Sentinelle ? Eh bien, c'est une ode rêveuse, joyeuse et majestueuse à l'amitié et à la musique. Sentinelle se veut une échappée artistique dans un univers où le profane se conjugue au sacré, au sein d'une harmonie où le multiple se fait unité. Telle une fugue de Bach, la pièce se déploie comme une fête où l'envie tutoie la vie dans une sublimation qui transcende. J'ai envie de vous demander, Mascali, le début de cette pièce, c'est comment ? Alors, tout commence en fait par la rencontre entre un grand interprète et le directeur d'une école de musique. Ces deux-là ont autrefois partagé la même passion du piano. On remonte alors le fil du temps jusqu'à la promesse offerte par leur jeunesse. Ils étaient 3 amis, fascinés par le même maître. Matisse, génie en puissance, croisait le fer artistique avec Raphaël, futur pédagogue, tandis que Swann leur donnait la réplique avant de s'évanouir plus tard, bien plus tard dans la nature. S'inspirant de Thomas Bernhard et de son naufragé qui évoque l'immense soliste qu'était Glenn Gould et l'arrêt de sa carrière de concertiste à 32 ans pour éviter de se compromettre, eh bien Sivadié creuse la psychologie des personnages en puisant dans de nombreux documentaires, des films laissés par le virtuose qui préférait Bach à Mozart, qu'on entend, selon lui trop sucré. Vous pensez qu'il est trop sucré, vous, Mozart ? Non, mais je trouve ça très drôle quand ils le disent dans la pièce. Bien que l'issue du spectacle soit moins désespérée que chez Thomas Bernhard, eh bien les rivalités sont ici tout aussi radicales que tourmentées et une question prédomine. L'art doit-il célébrer la joie, changer le monde ou se suffire à lui-même ? Est-ce qu'on a la réponse, Mascali ? Alors je crois d'une certaine façon. Alors c'est pas une réponse directe, mais le metteur en scène considère finalement d'une certaine façon et dans une certaine mesure bien sûr que l'art fait les trois. Son parti pris, je crois, en témoigne. En fait, quand le spectacle démarre, eh bien on a un éclairage très simple avec juste un projecteur et le spectacle s'ouvre sur des mains qui dansent. Les doigts dessinent des notes dans le vide qui s'évanouissent en volutes de poussière argentée, pas de piano sur le plateau, et pourtant la musique envahit la salle dans une grâce que les corps et la voix des acteurs nous transmettent. Des gestes, des mots. La scénographie imaginée privilégie la sobriété, 3 chaises en bois, une petite table pliante aux pieds de métal, 2 toiles tendues qui se font écran pour figurer l'espace où toute l'action prend place. Et même si l'on parle de musique, eh bien c'est le théâtre par son ancrage visuel qui rappelle qu'il est interrogé. La musique est un masque, nous dit Sivadié, le masque, persona que les acteurs portaient dans les amphithéâtres antiques, ces masques porte-voix qui cachent les visages pour mieux révéler les âmes. Tout ici, en creux, évoque la recherche de l'émotion, de la beauté et de la vérité. Une quête nécessaire qui interroge la séduction, qui explore l'émancipation vers la liberté pour révéler l'acte fondateur de toute création. Et c'est alors que le public devient le 4e protagoniste de l'histoire parce que toute création véritable se révèle finalement double, un lâcher-prise et un laisser-aller à l'humilité nécessaire pour s'autoriser à la rencontre. Une rencontre, c'est une façon de se laisser désarmer par l'autre et c'est peut-être ce qu'il y a aussi dans votre spectacle Salomé Lelouch. Par cette altérité qui me fait advenir à moi-même et me permet dans cette co-création de devenir l'interprète d'un monde nouveau. Et pour conclure, Mascali ? Eh bien pour conclure, je citerai juste cette phrase qui est dans le spectacle. Si l'amitié implique une absence de différence au niveau du niveau et que l'admiration implique le contraire, comment fait-on pour être l'ami de quelqu'un qu'on admire ? Eh bien si les acteurs font trembler la scène jusqu'au concours final, une espèce d'acmé comme ça dramatique qui condamne autant qu'elle scelle leur amitié, cette épreuve se révèle être une preuve. Une preuve, s'il en fallait encore une, que si l'art n'est peut-être pas capable de changer le monde, eh bien il peut à tout le moins changer les humains qui s'y incarnent. C'est très joliment raconté. Bravo. Est-ce que c'est fidèle à votre ressenti, Salomé Lelouch ? C'est fidèle à mon ressenti. C'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce spectacle plein, c'est-à-dire aussi bien artistiquement qu'intellectuellement, que visuellement, qu'en tant que metteur. J'aurais aimé écrire, mettre en scène, faire tout ça. J'étais très très jalouse. Mais il vous ressemble beaucoup, je trouve aussi. C'était pas très étonnant votre choix. Sivadié, quand même, très jalouse. très jalouse. Mais quand même.
Comme le sont les artistes. J'ai fait un truc très bizarre. J'ai envoyé un mail en lui proposant de le programmer au Théâtre Le Pix, alors sachant que c'était tout à fait absurde puisqu'il joue dans les plus grands théâtres de Paris. Mais je me suis plus qui m'a dit, mais enfin, qui ne t'entraîne de rien. Je dis, c'est vrai. Il m'a répondu très gentiment en plus. Mais voilà, j'ai adoré ce spectacle, c'est vrai, qui revient là au Théâtre du Rond-Point cette année. Et oui, vous en parlez très bien. Merci beaucoup. Merci Mascali. Je rappelle que Sentinelle se rejoue cette saison au Théâtre du Rond-Point, comme vous venez de le dire, Salomé Lelouch, dans une mise en scène de Jean-François Sivadi avec Vincent Guédon, Julien Romelard et Samy Zerouki. Et vous, Emma, vous avez en préparation un seul en scène. Et pour retrouver votre actualité de comédienne et d'auteur, dont votre dernier livre Série sur le divan, on se donne rendez-vous sur votre Instagram Emma Scali officiel. Merci Emma. Merci Cyrielle. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derblum. Il y aura un échange de cartes, je pense, en fin d'émission. Bonjour Kevin. Bonjour Cyrielle et bonjour Salomé Lelouch. Bonjour. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, chère Salomé, c'est pour parler, rassurez-vous, de vos goûts artistiques et culturels du moment. Et on commence. Cette marche nuptiale est magique. Écoutez. Et on commence par la musique avec un artiste que vous avez pris plaisir à écouter ces derniers temps, Zao de Sagazan. Alors, qui est Zao de Sagazan ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Zao est une jeune femme de 23 ans qu'on présente comme l'une des révélations musicales de cette année. Mélange détonnant et étonnant de 3B, les textes léchés de Brel, la voix tantôt puissante, tantôt chuchotée de Barbara et la folie des clubs berlinois. Et on peut dire qu'elle connaît un succès tellement fulgurant que c'en est Sagazan. En quelques mois seulement, elle passe de jeune femme inconnue à artiste reconnue. Bref, si vous n'en avez pas encore entendu parler, ça ne saurait tarder. Mais alors, qui est-elle ? Flashback. Il y a seulement 8 ans, Zao de Sagazan était encore une adolescente presque comme les autres, a posté sur Instagram des vidéos d'elle chantant. Elle dit elle-même « Je savais que j'écrivais mal, j'étais persuadée d'une chose, mon côté bon élève sûrement, j'étais capable de faire mieux en travaillant. Un travail qui a payé. Aujourd'hui, la jeune femme remplit les salles de spectacle et rassemble en festival, fait la couverture de Télérama et l'unanimité au prix du public et de la presse. Mais surtout, Zao de Sagazan parle d'amour, un amour qu'elle dit n'avoir jamais connu. Elle en parle pourtant très bien, comme dans son titre « Mon inconnu », qui figure dans son album « La symphonie des éclairs », où elle confesse tomber amoureuse d'inconnus dans la rue. On écoute tout de suite un extrait de Mon inconnu. Je crois que je tombe amoureuse d'un inconnu. Est-ce possible, mon père ? Est-ce que vous en avez déjà vu des gens qui tombent amoureux d'autres inconnus ? Ah, est-ce possible dans la cour des grands ? Mais ce gars-là ne m'est pas si... L'autrice, compositrice et interprète explore d'autres sujets. Elle parle par exemple du rapport qu'elle entretient avec son corps, comme dans le bien nommé « Mon corps ». Mon corps, je t'en ai voulu, d'ailleurs je t'en veux encore. Un corps qu'elle examine, dont elle ne voit que les défauts, mais avec lequel elle s'est réconciliée. Elle explique alors dans une interview qu'après un problème d'hyperacousie, un trouble de l'audition qui exacerbe les sons jusqu'à les rendre dérangeants, voire insupportables, elle s'est rendue compte que son corps était la plus formidable des machines et qu'elle devait en prendre soin. Et on devrait tous porter ce regard sur son propre corps, Salomé Lelouch. Est-ce que ce sont des thématiques qui vous touchent et pourquoi vous aimez cet artiste surtout ? Ça m'a fait penser à Barbara, c'est vrai. C'est ma fille qui est rentrée de l'école en disant « Maman, il faut absolument que t'écoutes ». Et donc, qui écoutait en boucle et tout. C'est vachement bien. C'était quand même... je me suis mis à l'écouter plus qu'elle. Je sais pas, je trouve qu'elle raconte une histoire en plus d'une chanson. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les chansons à texte, j'aime beaucoup les chansons qui racontent des histoires, qui emmènent ailleurs et tout. J'ai toujours été très très sensible à ça. Et je trouve qu'elle a une personnalité qui se dégage d'elle, qu'elle fait pas quelque chose qui ressemble, aux autres. Et il y a quelque chose aussi où c'est des chansons qu'il faut une fois ou deux pour apprécier. Enfin voilà, il y a aussi cette idée où la toute première fois que j'ai entendu, j'ai dit c'est hyper intéressant, mais c'est dommage, j'aurais aimé une musique. Et puis à force de l'entendre, ça s'installe. J'aime bien ces chansons qu'il faut aussi un peu aller chercher.
Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose, on entend une histoire différente un peu à chaque fois. J'aime beaucoup. Qu'il faut prendre le temps de découvrir et c'est une très belle découverte. Je ne connaissais pas et donc je suis ravie grâce à vous de l'avoir connue et de la faire découvrir à nos auditeurs. Un sujet important, Kevin Derbloom, qui vous permet d'évoquer une autre femme qui a marqué l'histoire avec un grand H du goût de notre invité. Exactement, Cyrielle, il s'agit de la grande romancière et philosophe Simone de Beauvoir. Et l'ouvrage que vous avez lu, ou plutôt que vous relisez en ce moment, c'est Le deuxième sexe, un essai en 2 tomes, paru en 1949. C'est dans cet ouvrage majeur qu'elle a écrit la fameuse phrase souvent reprise « On ne naît pas femme, on le devient ». Voilà. Et là, si vous le permettez, j'aimerais partager avec vous un extrait du 3e tome de son autobiographie, La force des choses. Elle y évoque un échange avec Jean-Paul Sartre, son amant, qui explique comment lui est venue l'idée du deuxième sexe. Je m'avisais qu'une première question se posait. Qu'est-ce que ça avait signifié pour moi d'être femme ? Pour moi, dis-je à Sartre, ça n'a pour ainsi dire pas compté. Sartre lui répond, tout de même, vous n'avez pas été élevé de la même manière qu'un garçon. Il faudrait y regarder de plus près. Elle dit alors, je regardais et j'eus une révélation. Et c'est cette révélation qui a donné naissance à cet essai de 1000 pages qu'elle a mis 2 ans à écrire. Elle y prône l'indépendance sexuelle, défend l'avortement et questionne le rôle de mère, le tout en s'appuyant sur des études de biologie, de sociologie, de médecine et d'histoire. Elle tente alors de répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'être femme ? À sa sortie, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir connaît des critiques d'intellectuels masculins. Les milieux catholiques dénoncent ce livre et le Vatican va même jusqu'à en déconseiller sa lecture. Pourquoi vous aimez ce livre, Salomé Lelouch ? Je l'ai lu il y a longtemps et pour l'école, je pense. En tout cas, c'était dans des conditions qui me semblaient assez sérieuses. Et je l'ai relu récemment, mais parce qu'à force de beaucoup se poser de questions aussi sur le féminisme, moi je fais partie des gens qu'on peut dire des trucs vraiment très très bêtes là-dessus. Je pense que j'ai dit à 20 ans que j'étais pas féministe, que je voyais pas où était le problème, que j'avais jamais vu la différence entre les hommes, les femmes, ça n'avait jamais été un problème pour moi jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer poliment, puis des fois un peu moins poliment, que c'est probablement parce que j'avais eu beaucoup de chance de pas me retrouver dans des situations comme ça. Et après, j'ai interrogé, aujourd'hui on parle de victimisation de certaines femmes qui utilisent le féminisme pour toujours... Et donc je m'interroge à ces endroits-là beaucoup, c'est des choses qui m'interpellent et qui me plaisent. Et comme elle est un peu la mère du féminisme, en tout cas elle est, même si avant elle... Il y en a eu d'autres, il y a eu Olympe de Gouges, et on peut remonter beaucoup plus haut, mais en tout cas, il y avait une envie quand même de relire elle, Virginia Woolf et tout. Et c'est fou de certaines phrases, notamment une des phrases qui est en exergue du deuxième sexe, qui est de le théorème Pythagore, j'allais oublier, qui dit tout de suite qu'en fait, l'homme c'est ce qu'il y a de parfait et que la femme, ça relève du mal, de ce qui ne marche pas. C'est un géomètre qui le dit. Et moi, j'avais beaucoup de respect pour Pythagore. J'avais complètement oublié cette phrase. J'ai fait, ah ouais, quand même, on a pris cher pendant des siècles. Et c'est vrai que de le relire à cet endroit-là, de reprendre dans cet ordre-là pour essayer de comprendre à quel moment on s'est pas rendu compte d'une oppression parce qu'on la vivait tellement, ce qui pouvait faire dire mais je n'ai aucun problème avec ça, pour après n'y voir aussi que des problèmes, ce qui est l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit bien à quel point aussi on peut d'un seul coup se mettre à tout voir à travers le prisme de ça ou d'une minorité, de l'intersectionnalité, les questions que ça pose et tout, voilà. Donc j'étais dans ce genre de réflexion sur les écritures d'une pièce et c'est vrai que quand vous m'avez envoyé le questionnaire, j'étais en train de relire des passages et donc ça tombait très très bien. Kevin Derbloom, maintenant vous vouliez nous parler cinéma avec le dernier film du réalisateur Quentin Dupieux qui est complètement fou à mon sens. Tout à fait. Oui, Salomé, vous nous avez confié avoir beaucoup aimé Yannick, le dernier film de Quentin Dupieux, sorti le 2 août dernier, avec en tête d'affiche Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaille et Sébastien Chassagne. Le film parle de Yannick, interprété par Raphaël Quenard, qui assiste à une représentation d'une mauvaise pièce de théâtre intitulée Le Cocu. Yannick se lève et interrompt le spectacle. En se servant de son imagination et de son revolver, il met tout en œuvre pour reprendre le contrôle de la soirée. Le mec qui me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là?
Yannick, film hilarant d'1 heure, a été tourné en seulement 6 jours. Pio Marmaille est encore halluciné d'avoir, je cite, commencé à tourner le lundi matin et se retrouver le vendredi soir en pot de fin de tournage en se disant « Waouh, on a fait un film en seulement 1 semaine ». C'est assez surréaliste. Vous imaginez, vous, un tournage en 6 jours? Ouais, en plus, quand on voit le film, ça tient la route, ça fait partie du charme. Oui, ça, c'est plutôt le côté que j'imagine. Si Yannick a vu le jour en seulement 6 journées de tournage, ce film a demandé un travail colossal aux comédiens qui ont dû apprendre des pavés de texte, répétés à la manière d'une pièce de théâtre, afin de pouvoir tourner des séquences allant jusqu'à 15 minutes d'affilée, sans que le réalisateur ne dise « couper ». Quentin Dupieux confie lors d'une interview avoir écrit ce film pour Raphaël Quenard, qui l'avait déjà fait jouer dans Fumer fait tousser, sorti au cinéma il y a moins d'1 an. Et on a reçu Anthony Sonigo pour nous en parler. Ouais, film assez loufoque aussi. Oui, complètement. Raphaël Quenard est l'une des révélations du moment, qualifié d'acteur incontournable. Oui, c'est la presse qui le dit, et pourtant, rien ne le prédestinait à cette carrière. Avant ses débuts fulgurants, il est passé par la case armée, a fait des études de chimie et a même embrassé une carrière d'assistant parlementaire. C'est finalement le maître, Jean-Laurent Cochet, qui est si épaté par le jeune homme qu'il lui propose de suivre gratuitement ses cours. Depuis, on a pu le voir dans quelques films, notamment Coupé de Michel Hazanavicius, Novembre de Cédric Jiménez ou encore Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Il a également le rôle du méchant dans la série Family Business d'Igor Gottesman. Si je peux me permettre un petit conseil cinéma, j'ai particulièrement apprécié la prestation dans Cash de Jérémy Rosan, qui est disponible sur Netflix, où d'ailleurs Raphaël Quenard retrouve, mais du coup derrière la caméra, le réalisateur de Family Business, Igor Gottesman. Et on va terminer là-dessus, cher Kevin Derblum. On se dit rendez-vous la semaine prochaine? Eh bien oui. Avec grand plaisir sur Radio J. Merci beaucoup. Merci. On poursuit cette émission. Restez avec nous encore sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour. Notre expert Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. Mais bien sûr, on va écouter un petit peu de musique. Ce serait dommage de s'en passer. Et tout de suite, dans un instant, la pause suivie du journal de l'info. Restez avec nous. Je crois que je tombe amoureuse d'un inconnu. Est-ce possible, mon père? Est-ce que vous en avez déjà vu des gens qui tombent amoureux d'autres inconnus? Ah, est-ce possible dans la cour des grands? Mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça, non, non. De mon côté, j'en ai rêvé des millions de fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon, mais façonner des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Itzik Moshel, directeur de Dialangue. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialangue vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialangue, prix exceptionnel pour une année, 510 €. 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialangue au 01 43 64 13 30 ou dialangue.fr. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'armée israélienne a arrêté 3 terroristes du Hamas, dont un haut responsable de l'organisation, dans un camp de réfugiés à Jenin. Une arrestation réalisée dans le cadre d'une opération conjointe entre l'unité d'Ovdevan de l'armée israélienne, la patrouille Golani et la police des frontières. L'un des terroristes arrêtés était responsable du tir de roquettes depuis Jenin vers Gilboa au cours des derniers mois.
c'est la première intervention du genre menée par Israël depuis la fin de l'opération Beitwagen, achevée en juillet dernier. 16 Palestiniens suspectés de terrorisme ont également été arrêtés dans plusieurs villages de Judée-Samarie par Tsahal dans la nuit. Des membres de l'armée, du Shin Bet et de la police des frontières ont par ailleurs confisqué du matériel militaire volé, notamment des munitions et des pièces de fusil M16 lors de perquisitions menées dans ces villages. Une nouvelle crise se profile dans le gouvernement israélien. Le procureur général d'Israël, Gali Baharav Miara, serait menacé de limogeage. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, affirme que travailler avec Gali Baharav Miara est très difficile. Il déclare néanmoins que son licenciement serait très problématique. Licenciement qui n'est donc pas encore à l'heure du jour. Daniel Haïk revient sur la crise gouvernementale qui se dessine. Crise constitutionnelle qui semble désormais quasiment inévitable entre la Cour suprême et le gouvernement israélien, et ce après que la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, ait rendu publique hier sa position concernant la loi sur l'annulation de la clause de raisonnabilité qui a été votée le 24 juillet dernier par la Knesset. La position de la conseillère est sans équivoque. Elle demande tout simplement à la Cour suprême d'annuler cette loi, qui est pourtant une loi fondamentale, et c'est sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Dans cette lettre, la conseillère Baharav Miara affirme que la loi votée par la Knesset porte atteinte aux principes de base de la démocratie israélienne, en particulier à la séparation des pouvoirs, entre autres. Daniel Haïk depuis Jérusalem pour Radio J. Allez, une bonne nouvelle dans ce journal. Une intelligence artificielle a sauvé la vie d'un patient à l'hôpital de Nahariya dans le nord du pays. Tout cela s'est passé hier. Un patient a été invité à subir un scanner cérébral non urgent. Immédiatement après, une application installée uniquement au centre médical Galilée de Nahariya a reconnu qu'il souffrait d'une hémorragie cérébrale. Il a été transporté d'urgence au bloc opératoire et a pu être sauvé. Le directeur de l'hôpital estime que cet exploit positionne l'établissement comme leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle médicale. Ailleurs dans le monde, Elon Musk, le PDG de X, ex-Twitter, songe à bannir l'Anti-Defamation League de son réseau social. Ce week-end, le multimilliardaire a demandé à ses abonnés s'ils devaient réaliser ou non un sondage pour bannir l'organisation, équivalent de la LICRA, de sa plateforme. Une interrogation publiée après que le hashtag #BanTheADL, bannissez l'Anti-Defamation League, a fait surface sur le réseau chez les suprémacistes blancs et autres partisans d'extrême droite. Pour l'heure, rien n'a encore été acté, mais l'Anti-Defamation League se dit prête à tenir tête à Elon Musk. En France, quelques 12 millions d'élèves ont fait ce matin leur rentrée. Une rentrée où les pénuries d'enseignants, malgré la promesse d'un professeur devant chaque classe, sont éclipsées par l'interdiction de l'abaya. Une mesure qui concernerait 513 établissements selon le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. C'est dans ce contexte qu'il affirme vouloir lancer vite des expérimentations pour tester les uniformes avec les établissements volontaires dans les prochaines semaines. À chaque fois qu'on se déplace sur le terrain, on rencontre des élus ou la communauté éducative de certains établissements qui souhaitent pouvoir expérimenter une tenue scolaire unique. Je ne suis pas certain que ça soit une solution miracle pour régler tous les problèmes, mais en tout cas, je pense que ça mérite d'être testé, expérimenté dans des établissements effectivement qui sont volontaires. Je présenterai à l'automne le cadre dans lequel l'expérimentation pourra se dérouler, et dans l'intervalle, j'invite les élus ou les établissements qui souhaitent pouvoir se lancer dans l'expérimentation à prendre la tâche de mes services pour le faire savoir. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, ce matin au micro de BFM TV. Enfin, en raison de difficultés financières, les Restos du Cœur vont être contraints de réduire cet hiver leur nombre de bénéficiaires. Ils ont donc lancé un appel à l'aide auquel ont répondu des entreprises et le gouvernement qui leur a promis un soutien immédiat. Le gouvernement promet en effet 15 millions d'euros d'aide supplémentaire pour l'association dans les prochains jours. Il est hors de question d'imaginer que les restos puissent fermer ou que les bénévoles doivent renoncer à aider celles et ceux qui se présentent, souligne Aurore Berger, ministre des Solidarités. Et merci beaucoup Etani de Belaïch pour cette première dans le 16h sur l'antenne de Radio J. On se donne rendez-vous demain en attendant une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Salomé Lelouch sur Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J.
Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Véronique Philippona, directrice du magazine Elle. Cette semaine, en couverture du magazine Elle, la top modèle mythique Gisèle Bunchen. Tous les looks, toutes les tendances, tout ce qui fait l'allure sont dans ce numéro spécial mode exceptionnel. Découvrez aussi la première box Elle, nos produits mode et beauté préférés en édition limitée. Rendez-vous sur le site du magazine Elle. Vous écoutez Radio J. Radio J. לחבק אותך עד שהגוף יחף אהובתי. רדיו J. גדל לי קצת זקן על הצלקות ולמילים שלי התאמתי מנגינות. הגיטרה היא זאת שפתרה לי בעיות. כמה בעיות, כמה רוב הזמן לבד 4 קירות. ככה מהצד למדתי איך לשחות. אף פעם לא שכחתי מה אני צריך להיות. מה צריך להיות. Vous écoutez Radio J. 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 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, eh bien merci pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui, Salomé Lelouch. On n'a pas eu le temps de le faire en deuxième partie d'émission, je vais vous demander vraiment d'être avec moi et de mettre le casque si vous voulez bien, qui se trouve sur votre droite, parce qu'Oscar Wilde a dit, parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. On va essayer de faire ça maintenant avec l'introspection. 10 questions pour mieux vous connaître et nous aider à mieux vous connaître. On y va doucement sur la douce musique de Jérémy Ababou. Salomé Lelouch, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que changeriez-vous? Je ferais plus d'études. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie? D'essayer de faire des choses. Ça dépend de quel enfant. Le vôtre. Je sais pas. On peut y réfléchir ensemble. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi? Aujourd'hui. Enfin, en tout cas, les 10 dernières années, je trouve ça super de plus avoir 20 ans, je trouve ça super de se connaître. En fait, c'est ça que j'allais dire pour l'enfant, de se connaître, d'essayer. Je pense qu'il n'y a pas une chose qui est vraie d'une façon intrinsèque. Je pense qu'en fait, tout dépend de ce qu'on aime. Donc déjà, de se connaître lui et ensuite d'aller vers ce qui lui plaît. Et en même temps, je vais dire ça, mais je pense que l'effort est important. Donc, je voudrais pas qu'on ait l'impression que je dise qu'il faut faire que ce qu'on sait faire. Faire des efforts pour aller dans la direction qui nous semble déjà être quelque chose dans laquelle on a des facilités. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue? Oh là, j'en ai fait tellement, il faut choisir. Une seule d'instant. Je sais pas, je dirais que... Vous savez, j'ai pas de mémoire, ce qui est à la fois un énorme handicap au quotidien, vraiment, pour beaucoup de choses. Et pas que. Et en même temps, c'est pratique. Donc, je pense que je les ai déjà oubliés. Je dirais que la plus grande erreur, ça reste de pas avoir fait d'études. Je crois que j'aurais vraiment adoré apprendre des choses très techniques qu'on peut plus apprendre aujourd'hui, comme le piano, l'astronomie, la médecine. Voilà, je regrette beaucoup de pas maîtriser tous ces éléments. Peut-être que c'est la suite de la question. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé? Alors, c'est pas par peur d'être jugé, mais ce que j'aimerais faire et que je ne fais pas, par manque de temps,
c'est de reprendre justement ces études-là. Mais c'est des choses, il faut 10 ans. J'adorerais être capable d'être chirurgien, d'opérer quelqu'un, de faire de la recherche, de comprendre les mécanismes, la biologie, la chimie. Moi, j'ai fait tout ça en anglais alors que je parlais pas anglais. Donc autant vous dire que vraiment, j'ai rien compris. Et ça, je l'ai beaucoup regretté. Il y a un film au cinéma en ce moment qui s'appelle Tony avec Camille Cotin et on est dans le sujet, j'ai l'impression. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Cette année et dont je me souviendrai. On peut tricher un peu, il n'y a pas de souci. Ah, chouette. Cette émission. Oh. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant, Salomé Lelouch ? De vivant, et donc forcément de temps en temps de souffrant. Enfin, je pense que c'est ça qui est beau dans l'amour, c'est que ça bouge tout le temps. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Alors là, je sais. Ça, c'est une question avec une vraie réponse. C'est une question avec une vraie réponse. J'aimerais bien être plus gironde. J'aurais bien aimé avoir des formes. Plus rondes ? Ouais, plus rondes. Ah, vous allez rendre des gens jaloux, là, si vous dites ça. Il y a des femmes qui aimeraient que ce soit l'inverse. Mais on n'est jamais content de ce qu'on a, oui, vous pensez ? pareil, puis je vais vous dire, j'aurais aimé ne pas avoir les cheveux bouclés, mais enfin voilà, d'être quelqu'un d'autre, quoi. Si vous étiez présidente, Salomé Lelouch, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Là, je mettrais tout au pas de l'écologie. Je pense de quelque chose, pas de décroissance qui veut dire revenir au Moyen-Âge, mais je ferais en sorte à un moment donné que tout passe par ce prisme-là et d'essayer d'aller dans un sens, dans un même sens. Après votre départ de la vie, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous ? Je sais pas. J'espère ne pas partir de la vie sur tout ce qui m'embête beaucoup dans votre question. C'est le début. J'ai toujours un peu cet espoir qu'en fait, quand les morts sont plus présents, même où nous êtes plus, j'ai toujours un peu cet espoir qu'on peut communiquer avec eux. Par exemple, ma grand-mère a perdu sa tête et quelque part, j'ai l'impression de ne plus pouvoir communiquer avec elle et que quand elle va mourir, je vais pouvoir lui reparler parce qu'elle pourra me réentendre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense que j'aimerais pouvoir communiquer, ne pas vraiment être morte et pouvoir encore communiquer avec les gens sur Terre. Merci Salomé Lelouch. On poursuit cette émission et on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, c'est le coup de cœur. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. J'ai prévu un coup de cœur un peu sur mesure pour vous aujourd'hui. On reçoit mes invités pour un coup de cœur dédié au théâtre aujourd'hui et dont l'histoire va peut-être vous faire sourire. Salomé, avec 3 comédiennes que vous connaissez. Il n'y a pas de mystère puisque vous vous êtes parlé, je le sentais. Alors bonjour Ariane Séguillon, Sylvie Hautecoeur et Juliette Méniac. Bonjour. Ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Radio J pour nous parler d'une pièce de théâtre qui s'intitule Redoutable au pluriel. C'est une pièce d'Isabelle Alexis écrite par vous 3 et j'ai envie de dire votre productrice aussi, Céline Moreau, je crois, qui a écrit aussi un petit peu avec vous. Mise en scène par Jean-Luc Moreau, vous pourrez me corriger bien évidemment si je me trompe, et dans laquelle vous jouez ce mercredi 6 septembre au théâtre Yad Levanim à Ranana. Racontez-nous l'histoire. Alors, l'histoire. Alors, c'est 3 amies et comédiennes dans la vie et qui sont en train de jouer une pièce à succès. Et cette pièce va être adaptée au cinéma. Et c'est le soir de la dernière et elles doivent jouer évidemment leur rôle dans le film. Et le soir de la dernière, elles apprennent que des actrices connues, au minimum une, a été engagée pour jouer leur rôle à leur place. Et donc, c'est à savoir qui va être laquelle, et évidemment c'est prétexte à beaucoup de comédie et enfin voilà, c'est tout part à volo, on est là, voilà, c'est une comédie. Bande annonce. C'est 3 amis. Il doit y avoir un malentendu, ils racontent n'importe quoi dans les journaux. Ouais, pas tant que ça, Bah si, rappelle-toi, à la fin de la saison 1 de ta série, ils avaient dit que t'étais enceinte, alors que bon, t'avais juste un peu grossi. Ça n'a rien à voir, Charlotte. Ce n'est pas possible. Sébastien, il ne peut pas me faire ça. Enfin, je suis la mère de sa fille. Oui, puis enfin, si la pièce a eu du succès, c'est parce qu'on l'a joué. Enfin, parce que je l'ai joué. Il m'a adoré dans ma série, c'est sur moi que toute la promo s'est faite. Ça on sait, tu nous as jamais cité. Ah bah tu vois. Moi, je vais pas me laisser piquer mon rôle comme ça sans rien faire, ça c'est sûr. Arrête, la parano, Alma, comment tu peux être sûr que c'est pour ton rôle? Mais pour lequel alors? Le tien. Bah, il a été écrit pour toi et puis ça peut pas être pour le tien.
Mais pourquoi? Parce que c'est un rôle de merde. Bah, on est actrice, on l'est pas. Hein. C'est une pièce avec beaucoup de sourires. On rigole beaucoup et j'ai envie de dire que toutes les vacheries et tous les coups sont permis pendant 1h15. Exactement. Elles sont très, très amies, mais elles sont redoutables entre elles. Elles sont vraiment comédiennes à fond. Et on s'amuse beaucoup à le jouer, surtout. Mais ça se voit, ça se ressent. Il y a beaucoup de peps dans cette pièce de théâtre. Alors, il y a plusieurs personnages, Alma, Sophie et Charlotte. Selon vous, qui est la plus vache des trois? Moi. Ah non, je crois pas. Ouais, peut-être toi. On est toutes. Non, moi, on est toutes un peu vachardes pour réussir à trouver la vérité. Et puis elles ont toutes des personnalités différentes. Très différentes. Alma, jouée par Ariane Séguillon, vous me disiez il y a quelques secondes que cette pièce de théâtre, ce n'est pas seulement ça, mais c'est plus encore. C'est une pièce quand même aussi qui montre comme à quel point on est encore dépendante des hommes dans ce métier, enfin dans tous les métiers, mais dans celui-là, puisqu'à l'occurrence là on parle de ce métier-là, et à quel point ils prennent encore les décisions et à quel point on peut se retrouver sur le carreau sans aucune raison, comme ça, sans être mis au courant, et les choses commencent à changer, mais c'est encore long. Voilà. Est-ce que justement vous avez déjà été témoin de ce genre de choses, et est-ce que dans la vie c'est la vérité? Est-ce que ça vous a aidé, inspiré? Dites-nous. C'est vraiment parti d'histoires vraies, on est d'accord. Ouais, en fait c'est parti de j'étais en tournée moi avec un producteur qui un jour arrive et qui me dit j'en peux plus, donc je citerai pas les noms, mais il s'occupait d'une pièce de théâtre et il me dit oui, l'actrice a pas été prise pour le film, elle est pas au courant, elle vient de l'apprendre, donc elle veut péter la gueule du metteur en scène, en plus ils jouent ensemble, je vis un calvaire, ils s'entretuent, etc. Et il me raconte l'histoire, et il se trouve qu'on est amis, qu'on se faisait un dîner une fois par mois. Dîner de filles. Un dîner de filles, et que je leur raconte cette histoire. Et que toutes les trois, vous, dans la vie. Avec Isabelle Alexis. Avec Isabelle Alexis, oui. On raconte cette histoire, et c'est Isabelle Alexis qui a dit, mais quelle idée géniale de pièce. Et en plaisantant, on s'est dit, on va l'écrire. On va écrire ça, c'est parti. Vous l'avez écrite toutes les quatre, alors? Toutes les quatre. Toutes les quatre. Ouais. Et donc, Céline Moreau est la productrice qui a peut-être mis un coup d'œil, comme c'est écrit dans le dossier de presse, dans le texte. Vrai ou faux? Pas du tout. Non, parce qu'en fait, elle est arrivée, la pièce était déjà faite. Mais elle nous a beaucoup aidé. Elle nous a beaucoup aidé et elle a accompagné pour que nous puissions jouer à Avignon. C'est grâce à elle qu'on a pu grâce à elle. Eh ben, on l'embrasse également. Parlez-nous un petit peu de vous, parce que forcément, on est en Facebook Live. Aujourd'hui, on le disait en off, la radio s'est filmée. Quand on vous regarde toutes les trois, on sait qu'on vous connaît évidemment de plusieurs rôles, plusieurs films, plusieurs pièces de théâtre un peu partout. Est-ce que vous pouvez vous résumer en un petit mot éventuellement pour les auditeurs, pour qu'ils puissent visualiser qui vous êtes? Ariane, commence. Un mot non, pas forcément un mot, quand même, une petite phrase, voilà, pour vous présenter un petit peu. Touche à tout. Moi, je fais du théâtre c'est 3 mots. Théâtre, de la télévision, du cinéma, je fais tout en fait. Et en ce moment, je fais une série évidemment qui est très populaire, qui s'appelle Demain nous appartient, qui passe tous les soirs sur TF1. Et donc on vous connaît très bien. Sylvie? Alors moi j'ai pareil beaucoup joué au théâtre et à la télévision, un petit peu au cinéma, mais surtout en parallèle, moi je suis auteure. Et donc j'écris beaucoup pour la télévision, et notamment j'ai écrit une série qui s'appelle Les Randonneuses, qui sont passées sur TF1 récemment, et on a eu cette chance incroyable de parler d'un sujet difficile et d'avoir 5 millions de spectateurs, donc ça c'était super. Et j'ai réalisé un long métrage avec Karine Viard qui s'appelle Une mère, qui est formidable. Voilà, j'ai des alliés dans la salle, et voilà, et ça c'était aussi une magnifique expérience, mais avant toute chose j'aime jouer la comédie. Sorti en mars 2022, et vous jouez la comédie aujourd'hui dans Redoutable. Et vous, Juliette Méniac? Alors moi c'est beaucoup de théâtre, hein. Je suis assez souvent sur scène. Tout le temps, tu peux le dire. On peut le dire. Non, là j'ai fait le dernier spectacle qu'on joue encore en tournée avec qui s'appelle Un conseil d'amis de Didier Caron, avec Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin. Voilà.
Là, on est tellement heureuse de recommencer cette tournée. 3 grandes comédiennes avec cette pièce dont vous venez nous parler, qui a été primée en tant que coup de cœur de la Provence-Avignon l'année dernière. Elle est en tournée jusqu'en janvier. J'espère que vous allez jouer ou rejouer à Paris parce que j'ai très envie de vous voir sur scène. Et j'ai pas eu l'occasion, donc j'ai vu la pièce et je ne dirai rien. Je la recommande chaudement parce qu'on passe un très bon moment. Une question, comment est-elle arrivée en Israël? Puisque là, vous jouez dans 2 jours, mercredi, au théâtre Yad Levanim à Ranana. Racontez-nous comment cette histoire s'est passée. Alors, je vais raconter parce que c'est une amie à moi qui est venue voir le spectacle, qui a totalement flashé sur le spectacle et qui se trouve être... Enfin, elle n'est pas encore israélienne, mais pratiquement. Hein. Enfin, en tous les cas, elle est très engagée en Israël et elle fait beaucoup de spectacles là-bas, qu'elle monte, etc. Et donc, elle m'a dit, ce serait génial si on pouvait monter la pièce en Israël. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, appelle Juliette. Hein. Voilà. Donc Juliette a tout organisé. C'est votre première fois en Israël ou vous y êtes déjà allée? Moi, jamais. Moi, je suis déjà allée à 3 mariages. Ah, donc ça facilite les choses. Et vous, Sylvie? Et moi, j'y suis allée parce que la maman de mon mari est enterrée là-bas. Et donc, nous y sommes allés à cette occasion. Donc, c'était pas très gai, mais en même temps, on a pu quand même un peu voyager et je serais super heureuse de redécouvrir dans des circonstances extrêmement joyeuse, ce pays. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que nos auditeurs, c'est noté. Il y en a qui vont partir en Israël dans les prochains jours. Ça, c'est une certitude. Venez. Donc, Voilà. je vous encourage chaudement d'aller voir cette pièce redoutable avec Ariane Séguillon, Sylvie Hautecoeur et Juliette Méniac venus nous voir pour cette pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau que vous avez écrit toutes les 3 et dans laquelle vous jouez ensemble. Merci d'avoir été notre coup de cœur sur Radio J. C'était un bonheur de vous rencontrer et de vous recevoir. Et un petit mot, Ariane, avec grand plaisir. Je voudrais juste te dire que je fais une masterclass aussi le lendemain matin et ça me passionne de faire ça et voilà, alors je crois qu'il y a déjà pas mal d'inscrits, mais si vous voulez vous inscrire en plus. Et ce sera au théâtre Yad Levanim également ou ailleurs cette masterclass le lendemain? C'est une bonne question, je ne sais pas où ça va. Eh bien écoutez, on se renseigne, on verra pour se renseigner, en tout cas on posera les questions, mais j'imagine que vous êtes sur Instagram et qu'on peut vous écrire. Exactement. Merci Ariane Séguillon, merci Sylvie Hautecoeur et Juliette Méniac sur Radio J. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, eh bien écoutez, sachez que dans le studio il y a une très bonne ambiance puisque nos actrices se connaissent avec Salomé Lelouch et là on est en train de discuter et je pense qu'on va pas arriver à conclure mais on va essayer puisque Salomé Lelouch, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble et tout de suite c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini, mais nos invités peuvent bien sûr rester assises et avec nous en écoutant ce joli portrait. Bonjour cher Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Salomé. Bon, alors j'écoutais cette émission avec une exigence mal placée. De quelle place puis-je vous écouter en ayant cette exigence, à votre avis ? Je crois qu'avec les enfants de stars, c'est un peu comme un réflexe que chacun met en place. On attend d'eux davantage sous peine d'être déçus. On veut qu'ils justifient leur assignation dans l'univers, qu'ils nous montrent que le talent se transmet et qu'à ce titre, ils n'ont pas volé leur filiation. Je dis mal placé parce qu'au fond, il y a toujours un peu de culpabilité parce qu'au fond, vous n'avez pas choisi. Dites-nous, vous n'avez pas choisi votre place. Bon, c'est pour ça, d'où ma culpabilité. Alors j'écoutais donc à l'affût du lapsus ou de l'acte manqué, évidemment, avec une forme de malhonnêteté à mon sujet, qui vous révélerait dans votre faille, et j'ai été frappé par votre justesse. Parce que vous nous avez parlé avec précision. Voilà, précision, je dirais que c'est un signifiant maître intéressant. Vos obsessions, vos rêves, ces échecs qui sont en fait des chances, nous avez-vous dit. Et vous nous avez parlé de cette petite fille à qui l'on avait prédit à 3 ans une carrière sur les planches. Et en notant cela, je me disais, c'est difficile quand même déjà à 3 ans d'avoir cette étoile, bonne ou mauvaise, sur les épaules. Enfin, ça c'est difficile. Après, tout est après coup. Vous savez, sur le coup, à 3 ans, je pense qu'on ne sait pas ce que je disais, la normalité. Donc à 3 ans, non, mais il y a pire que de se dire, je vais jouer la comédie, je rate l'école, j'en ai même pas. Enfin non, vraiment à 3 ans, c'était pas difficile. Mais d'ailleurs, ça n'a pas été difficile. Ça a été mon chemin, ça a été comme ça. Sincèrement, je le trouve plutôt. Enfin, peut-être que j'ai choisi. En fait, peut-être vous avez tort. Peut-être que j'ai dit avant. Ah si, tiens là, ils sont bien. À la fois, ils sont bien cinglés. Et ça, vous savez, ils sont sympas. J'ai peut-être choisi
choisi. En Et fait, vous savez avec que c'est du recul. Françoise Dolto qui disait qu'on choisissait ses parents. Mais hein. c'est pas impossible. Voilà, et sincèrement, on peut dire ce qu'on veut. Je pourrais, et ça, il y a plein de choses que je dirais plutôt chez le psy, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été intéressant. Et c'est quand même, bon, ce qu'on demande à la vie. À la vie. Alors Sacha Guitry est convoqué, hein, rien de surprenant, me direz-vous, et il faut quand même l'admettre, il n'y a pas de règles, mais il faut les connaître, a-t-il dit, vous nous l'avez rappelé. Et ça me rappelle, moi, en tant que psychanalyste, les mots de Jacques Lacan quand il dit « On peut se passer d'un père à condition de s'en servir ». Voulez-vous mettre cette phrase? Je ne connaissais pas, mais j'aime bien. Parce que ça résume tout, après tout, c'est vrai, après être promise à la scène peut nous mener tout droit quand même à la folie, à la déraison, à l'égocentrisme stérile et délirant. Hein? Tout peut nous mener partout. En fait, tout dépend de. Et puis on dit que ça dépend de ce qu'on en fait, mais il y a des gens qui ne peuvent même pas de ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que tout peut nous mener partout, que l'expérience, dans le genre, puisqu'on fait que des phrases un peu comme ça, il y en a un qui dit l'expérience c'est comme un cure-dent, après toi personne ne veut s'en servir. C'est pas tout à fait vrai en fait. Et je trouve que mais l'expérience fait qu'en fait vous apprenez. Enfin voilà, vous parlez avec des gens et vous voyez bien que des gens ont eu des enfants atroces et ils ont des vies extraordinaires parce qu'ils en ont fait quelque chose. À côté de ça, des gens ont tout eu. Ils ont eu l'éducation parfaite des parents et ça a été un poids pour eux que tout soit parfait. Et ils ont. Donc, et on peut tout recommencer sauf la première fois. Et encore. Si vous dites pas qu'elle a eu lieu. Trichez, comme vous disiez si on tout à l'heure. triche, bien sûr. Ah oui, la tricherie, c'est vrai que permet pas mal de choses. Alors, le coup de maître est de s'en servir, hein, disait Lacan, ce père, de cette promesse d'enfance, hein, pourrait-on ajouter. Parce qu'au fond, il s'agit de s'en servir, de cette envie des autres de vous voir sur scène. Alors, la transmission, nous avez-vous pertinemment dit, là encore, c'est à double tranchant. Hein, c'est ce que vous avez dit à Cyrielle tout à l'heure. Qui peut s'attendre à elle? Vous avez dit également que c'est la phrase de votre pièce de théâtre actuellement qui vous a frappé parce que vous l'avez trouvée très juste. Qui peut s'attendre à elle? Alors moi, j'ai étayé un petit peu vos propos à ce sujet-là et je me suis dit, il m'est venu une autre phrase en vous écoutant. À quoi pourrait-on ne pas s'attendre de Salomé Lelouch, précisément? Et plus encore, en quoi pourrait-elle se surprendre elle-même, qui a finalement accompli son rêve d'actrice, de metteur en scène, et les prédictions de ceux qu'il aimait à l'orée de sa vie? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre en vous-même? Tout. En vrai, tout. Non, mais c'est vrai, je suis très facilement surprise. Et voilà, c'est la fin. Bien. Non, vous pouvez finir votre phrase, bien sûr. Non, je trouve qu'on peut. Enfin voilà, c'est génial. On ne sait pas ce qui va se passer en sortant de ce studio. On va se parler, on va pas se parler. De là va se passer quelque chose, va naître un projet, une envie, quelque chose. Je pense qu'il faut un petit peu prendre du recul sur sa vie et se dire qu'en fait tout est possible tout le temps. C'est ce qui est très effrayant, mais c'est ce qui est très excitant. Alors bon courage si c'est possible. Merci beaucoup Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Avec vous, Salomé Lelouch, pour la mise en scène de la pièce Changez l'eau des fleurs. On finit avec Le Jardin extraordinaire de Charles Trenet au Théâtre de la Renaissance à Paris. Merci pour cet échange. Un petit mot de la fin, un mot. On réfléchit. Moi, pardon. Oui, un petit mot. Mais non, mais merci. Je trouve cette émission très agréable. Voilà, je trouve qu'elle est très bien préparée. C'est rare et qu'il y a du temps pour s'exprimer. Et c'est très agréable. Merci d'avoir été avec nous, Salomé Lelouch. Merci aux comédiennes Ariane Séguillon, Sylvie Hautecoeur et Juliette Méniac d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J pour nous parler de la pièce Redoutable, mise en scène par Jean-Luc Moreau, que vous trouvez ce mercredi 6 septembre au théâtre Yad Levanim à Ranana. À la réalisation aujourd'hui, Benjamin Arnaud. J'embrasse très fort Jacques Tribeca qui nous fait un sourire de derrière la vitre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec le chanteur Merwan Rim pour la tournée des comédies musicales Le Concert. À demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J. Promenade, j'avoue que ce samedi-là, je suis entré